Bonjour, je m'appelle David Vauclair et je suis ravi de vous retrouver dans Au cœur du monde pour ce 170e numéro. Vous connaissez bien notre objectif hebdomadaire, 5 nouvelles de relations internationales qui auront pu retenir votre attention et la mienne. Ce podcast s'intègre dans tout ce proposé par les écoles du groupe Compétences et Développement et je vous encourage à aller à leur découverte. Commençons par un discours très attendu, celui de la nouvelle chef du MI6, Blaise Metruweli, qui a rompu avec les formules convenues pour livrer un avertissement brutal. La guerre n'est plus à l'horizon, elle est déjà partout. Selon elle, les menaces ne se limitent plus aux champs de bataille traditionnels, elles sont en ligne, dans les rues, dans les chaînes d'approvisionnement et dans l'espace mental des citoyens. La connectivité mondiale, longtemps un atout, devient désormais une vulnérabilité majeure. Metruweli insiste sur un basculement fondamental, le pouvoir se diffuse. Il ne se concentre plus uniquement dans les États, mais glisse vers les grandes entreprises technologiques et parfois même des individus, laissant les gouvernements dépendants d'acteurs privés aux intérêts propres. Sur les menaces concrètes, elle ne fait pas dans la nuance, la Russie est désignée comme le danger principal, décrite comme agressive, expansionniste et révisionniste. Moscou mènerait une guerre grise, permanente contre l'Occident, cyberattaques, sabotage, désinformation, provocation militaire, juste en dessous du seuil du conflit ouvert. La Chine est évoquée plus brièvement comme un acteur central de la transformation mondiale, mais sans l'alarmisme de ses prédécesseurs, signe que Londres veut avant tout gérer l'urgence russe. Face à ce monde fragmenté, Metruweli mise sur les alliances et les talents humains. La coopération entre services et partenaires reste, selon elle, la première ligne de défense. Implicitement, on peut penser que si le MI6 abandonne sa traditionnelle vision à long terme, c'est peut-être parce qu'elle n'a plus ce privilège. La menace n'est plus demain, mais déjà dans les ports, les airs et les rues, et comme l'a rappelé le chef d'état-major britannique le même jour, le coût de la dissuasion reste bien inférieur à celui de la guerre si elle venait à s'imposer plus encore. Poursuivons par une bonne nouvelle pour l'Inde. Les exportations indiennes ont bondi de près de 20%, portées par une hausse marquée des échanges à la fois avec les États-Unis et la Chine. Cette performance est notable dans un contexte international pourtant tendu, marqué par le ralentissement du commerce mondial et par des relations commerciales souvent conflictuelles entre grandes puissances. Elle confirme le rôle croissant de l'Inde comme un acteur central des chaînes de valeur mondiales, capable de capter une partie des flux redirigés par les tensions géopolitiques. Ce dynamisme peut sembler surprenant, alors que les États-Unis ont imposé des droits de douane pouvant atteindre 50% sur certains produits indiens. En réalité, la croissance des exportations s'est concentrée sur des secteurs largement exemptés de ces tarifs, comme l'électronique et la pharmacie. Ces domaines bénéficient à la fois de la stratégie américaine de diversification hors de Chine et de la montée en gamme industrielle de l'Inde qui s'impose progressivement comme une alternative crédible, à la fois partenaire et concurrent, dans l'économie mondiale. Continuons avec un sujet européen. L'Union est profondément divisée sur la manière de financer la survie de l'Ukraine en 2026. Car une chose fait désormais consensus à Bruxelles, l'Ukraine risque de manquer d'argent l'an prochain, et si Kiev vacille, c'est tout l'équilibre européen qui vacille avec elle. Deux options furent sur la table. Option A, utiliser les avoirs russes gelés en Europe, environ 245 milliards de dollars, pour garantir un prêt de 105 milliards à l'Ukraine. L'idée est simple, tant que Moscou ne peut pas de réparation, l'argent reste mobilisé contre lui. Option B, ne pas toucher aux avoirs russes et s'endetter davantage entre Européens pour financer l'aide à Kiev. Sur le papier, l'option A séduit beaucoup de dirigeants. Elle affaiblit Poutine, évite d'alourdir la dette européenne, renforce la position de l'Europe face aux États-Unis et met la pression sur Moscou plutôt que sur Zelensky. Mais elle inquiète aussi. Certains États, comme la Belgique ou l'Italie, redoutent les représailles russes, les risques juridiques et surtout un précédent dangereux. Si l'Europe saisit des avoirs souverains, qui lui fera encore confiance demain ? Résultat, après une nuit de négociations, l'Europe a choisi l'option B, un nouveau prêt commun de 105 milliards de dollars financé par de la dette européenne. Faut-il y voir un échec ? Pas totalement. Les avoirs russes restent gelés, l'Ukraine est financée, et l'Europe démontre, malgré ses divisions, qu'elle peut encore agir. Mais une question demeure lancinante. Jusqu'à quand
Le contribuable européen paiera-t-il une guerre dont l'addition devrait logiquement revenir à son agresseur? Dans un monde toujours plus fermement et volontairement anti-européen. Achevons par un autre territoire menacé, Taïwan. À la surprise générale, Washington vient d'approuver 11 milliards de dollars d'armes pour l'île. Missiles, drones, artillerie. C'est l'une des plus grosses livraisons jamais accordées à l'île dans le cadre du Taiwan Relations Act de 1979 qui oblige les États-Unis à fournir des moyens défensifs à Taïwan. Beijing proteste, comme toujours, mais l'ampleur du signal est nouvelle. L'idée n'est pas de permettre à Taïwan de battre la Chine militairement, l'objectif est plus simple et plus brutal. Rendre toute invasion chinoise trop coûteuse pour être rationnelle. Drones, missiles anti-navires, défense côtière, frappe de saturation, Taïwan devient un hérisson, un porc-épic difficile à avaler, même pour une grande puissance. C'est ce qu'on appelle parfois la dissuasion par le déni, ou par opposition à la dissuasion nucléaire. Trump raisonne ici comme il disait le faire en négociateur immobilier, on négocie mieux quand l'autre sait que l'alternative est coûteuse. Renforcer Taïwan maintenant, c'est donc augmenter le prix d'une option militaire chinoise et se donner des leviers pour une future négociation globale avec Xi. Commerce, tech, influence régionale, au coup de représailles chinoises qu'il estime moindrement problématiques. Pour Trump, ce n'est pas de l'idéalisme démocratique, c'est du nationalisme économique. Vendre des armes signifie des emplois industriels américains et rassurer le Pentagone. Défendre Taïwan, c'est défendre les semi-conducteurs et rassurer les acteurs de la Pax Silica dont nous vous parlions la semaine dernière. Surtout que les puces taïwanaises sont vitales pour l'IA, l'armement et l'économie américaine. Enfin, comme beaucoup d'auditeurs ont eu des partiels, ou vont en avoir à leur retour de vacances, parlons examen et méritocratie. Selon Daniel Bell, professeur de théorie politique à l'Université de Hong Kong, l'invention la plus influente de la Chine n'est ni la poudre à canon ni l'imprimerie, mais le Gaokao, concours écrit et anonyme qui structure encore aujourd'hui la méritocratie chinoise. La stabilité du régime ne repose pas uniquement sur le Parti communiste, mais sur la restauration de ce système après la révolution culturelle. Le Gaokao capte les talents de la quasi-totalité de la jeunesse et conditionne l'accès aux universités d'élite qui forment à la fois ingénieurs scientifiques et cadres du parti. Mis en place sous les dynasties impériales, le système s'est perfectionné dès les Song avec des mécanismes garantissant l'anonymat des copies, puis des quotas sous les Ming pour corriger les inégalités régionales. Devenu rigide et inefficace au XIXe siècle, il fut aboli en 1905, peu avant la chute de l'Empire, pour revenir avec Deng Xiaoping. Aujourd'hui, le Gaokao est considéré comme l'une des institutions chinoises les moins corrompues. L'auteur souligne toutefois la pression sociale extrême qu'il engendre et ses limites égalitaires. Les familles urbaines aisées avantagent leurs enfants grâce à de meilleures écoles et au soutien privé. Bell rappelle enfin que le succès économique n'y est pas strictement lié. Jack Ma en est un exemple marquant. Et que l'accès réel au pouvoir passe aussi par d'autres concours permettant une reproduction sociale plus efficace et rarement évoquée à l'issue de l'université. Même sans lien direct, la France connaît aujourd'hui des dynamiques proches. Hypersélection, Parcoursup, concours post-prépa, contournement par les familles favorisées, cours privés, stratégie scolaire, stress éducatif croissant et reproduction sociale, malgré l'idéologie méritocratique. C'est, entre autres, l'une des raisons pour laquelle l'ILERI tente d'offrir des voies complémentaires pour tous les brillants esprits qui ne se retrouvent pas totalement dans ce modèle. Et voici pour cette 170e itération, sans compter les numéros spéciaux, elle l'achèvera 2025. Avant de refermer cette année, merci d'avoir été là, à l'écoute, attentif, c'est précieux. Je vous souhaite des fêtes reposantes, lumineuses, pleines de douceur, des discussions animées autour des tables, des élans nouveaux, et une année 2026 riche en projets utiles, en idées claires, en horizons ouverts, pleine d'événements à décrypter ensemble. Et bien sûr, d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, mais surtout à approuver, commenter et partager ce numéro s'il vous a plu. C'est toujours apprécié. Bonne fête et bonne année.